Dans l'Europe médiévale, au crépuscule d'une froide journée de mars 1384, un voyageur épuisé aperçoit enfin la lueur d'une taverne au bord du chemin. Songez à ce qu'il vient de traverser. Des kilomètres de routes boueuses hantées par les brigands, des forêts où rôdent les loups, des ponts vermoulus franchis dans la peur. Derrière lui, des heures de marche sous un ciel plombé. Devant lui, la promesse tant espérée d'un feu chaleureux, d'une cruche d'âle, peut-être même d'un lit où reposaient ses membres endoloris. Il pousse la lourde porte de chêne et pénètre aussitôt dans une atmosphère enfumée, saturée de bruit et d'odeurs. Des dizaines d'hommes s'entassent autour des tables rustiques, leurs voix rauques résonnant contre les poutres noircies par des années de fumée. Au centre de la salle, un feu crépite vigoureusement, faisant danser des ombres inquiétantes sur les murs de torchis. Il ressent alors un frisson de soulagement qui traverse tout son corps. Il a échappé au froid mortel, aux bandits, aux bêtes sauvages. Mais ce qu'il ne sait pas encore, ce qu'il ne peut même pas imaginer, c'est qu'il vient de pénétrer dans un environnement tout aussi meurtrier. Vous allez découvrir les multiples périls qui guettaient les voyageurs dans les tavernes médiévales. En effet, nous allons révéler comment la violence explosive transformait ces établissements en véritables champs de bataille, comment les jeux d'argent conduisaient inexorablement à la ruine et à la mort, comment le monoxyde de carbone empoisonnait silencieusement les dormeurs sans qu'ils puissent seulement s'en douter. Vous découvrirez l'âle empoisonné à la jusquiame noire, dont les effets pouvaient être mortels, les parasites nocturnes qui dévoraient les corps, les risques d'incendie omniprésents, le partage forcé de lits avec des inconnus potentiellement dangereux, les maladies qui circulaient librement, les criminels qui opéraient en toute impunité, et les périls particuliers qui menaçaient les femmes. À travers les archives judiciaires minutieusement conservées, les registres de coroner qui documentent chaque mort suspecte et les chroniques médiévales qui nous offrent des témoignages directs, nous allons reconstituer la réalité brutale d'une nuit passée dans une auberge du Moyen Âge. Or, cette réalité est bien loin de l'image romantique que nous en avons aujourd'hui. Préparez-vous donc à un voyage où chercher refuge exposait paradoxalement à des dangers multiples et insoupçonnés. Cette taverne typique du XIVe siècle se distingue à peine des bâtiments qui l'entourent. Son ossature de bois, remplie de torchis, ce mélange rustique de boue, de paille et de fumier. Le toit de chaume descend bas, offrant une isolation contre le froid, certes, mais aussi un combustible parfait pour les flammes. Ces tavernes jalonnent toutes les routes principales de l'Europe médiévale, véritables balises de civilisation dans un paysage autrement hostile et désolé. Leurs enseignes peintes, un sanglier, une couronne, une rose, sont visibles même aux analphabètes qui constituent la vaste majorité de la population. En approchant, notre voyageur perçoit déjà le brouhaha qui s'échappe par les fentes des volets, les éclats de rire, les jurons qui fusent. Une odeur composite l'assaille. Fumée de bois, halles fermentées, ragoût bouillant, et surtout, cette odeur âcre des corps non lavés depuis des semaines. La pièce commune s'étend devant lui, vaste espace où se concentre toute la vie de l'établissement. L'âtre domine la salle, dispensant une chaleur bienvenue et une lumière dansante, mais produisant également des quantités considérables de fumée qui piquent les yeux et enflamment la gorge. Un chaudron de fer noirci contient ce qu'on appelle le ragoût perpétuel. On y ajoute constamment de nouveaux ingrédients, sans jamais le vider complètement. Des tables et bancs rustiques s'alignent, tous bondés de clients. On y trouve des artisans, des marchands, des soldats démobilisés et bon nombre d'individus à l'apparence plus que douteuse. Presque tous sont des hommes.
Les rares femmes présentes sont invariablement les employés de l'établissement. Un escalier étroit et raide monte vers les chambres à l'étage supérieur. Les murs suintent d'humidité malgré la chaleur du feu. Le sol est jonché de joncs et de paille qui n'ont manifestement pas été changés depuis des semaines, voire des mois. Cette taverne joue en fait un double rôle dans la société médiévale. D'un côté, elle constitue un centre social absolument indispensable, où circulent les nouvelles du royaume, où se négocient les affaires, où les voyageurs échangent des informations sur l'état des routes. Mais d'un autre côté, elle porte aussi une réputation sulfureuse qui ne date pas d'hier. Les autorités religieuses la dénoncent régulièrement du haut de leur chair comme un lieu de perdition. Les ordres militaires comme les Templiers et les Hospitaliers interdisent formellement à leurs membres d'y entrer, tant l'association avec la violence et le vice y est profondément ancrée. Les magistrats municipaux tentent constamment de réguler leurs horaires d'ouverture avec un succès mitigé. Cette ambivalence fondamentale définit parfaitement la taverne médiévale, refuge nécessaire dans un monde dangereux et simultanément antre de dangers multiples et imprévisibles. Les chiffres, en effet, parlent d'eux-mêmes, et ils sont absolument édifiants. À Dubrovnik, cette cité maritime prospère de l'Adriatique. Les bagarres représentaient 57% de tous les crimes commis dans les tavernes. Plus de la moitié, songez-y. Les registres de coronaires anglais, ces documents juridiques qui consignaient minutieusement chaque mort violente, regorgent littéralement de meurtres directement liés à la consommation d'alcool. Force est de constater que la violence dans les tavernes était bien plus fréquente et, fait remarquable, bien plus attendue que partout ailleurs dans la société médiévale. Quand un homme franchissait le seuil d'une taverne, il savait pertinemment qu'il pénétrait dans un espace où les poings et les lames parlaient souvent plus fort que les mots, où un simple regard de travers pouvait dégénérer en affrontement mortel. Mais pourquoi donc cette violence endémique ? Plusieurs facteurs se combinaient pour créer un environnement explosif. Premièrement, l'alcool coulait à flot absolument sans restriction. Plusieurs pintes par jour représentaient non pas une exception, mais bien la norme pour la plupart des hommes. L'ivresse abaissait drastiquement les inhibitions, transformait de petits désaccords insignifiants en affronts mortels exigeant vengeance. Deuxièmement, les tavernes concentraient des hommes de toutes les classes sociales dans une promiscuité physique profondément inconfortable. Un noble ruiné côtoyait un paysan enrichi, un artisan jaloux de ses privilèges se retrouvait à coude avec un soldat mercenaire. Cette mixité sociale, inhabituelle ailleurs, créait des tensions constantes. Et surtout, troisièmement, beaucoup d'hommes portaient des couteaux en permanence. Il ne s'agissait pas d'armes nobles comme les épées, réservées aux chevaliers, mais d'outils quotidiens absolument indispensables. Dans un monde dépourvu de fourchettes, où l'on mangeait avec les doigts et son propre couteau, porter une lame à sa ceinture était parfaitement naturel et universel. Imaginez maintenant ce qui se produit inévitablement quand un argument éclate entre des hommes profondément ivres et tous armés de lames affûtées. Les disputes explosaient littéralement pour un rien, pour des futilités qui nous sembleraient aujourd'hui dérisoires. Un regard insistant, une insulte murmurée, une dette de quelques sous, une accusation de triche au dé. L'escalade était terrifiante dans sa rapidité. De nombreuses morts étaient, juridiquement parlant, techniquement accidentelles. Personne n'avait vraiment l'intention de tuer. Deux hommes se querellaient d'abord verbalement, puis les poings se mettaient à voler. L'un dégainait son couteau par réflexe, l'autre ripostait pour se défendre, et soudain, un corps gisait au sol dans une mare de sang qui s'élargissait. Mais qui donc étaient les principaux instigateurs de cette violence ? Les taverniers eux-mêmes, très souvent, ce qui peut sembler paradoxal. Ils devaient en effet protéger leurs intérêts commerciaux, faire respecter le paiement des consommations, maintenir un semblant d'ordre dans leur établissement. Or, sans pouvoir appeler les autorités,
qui mettaient des heures à intervenir, quand elles intervenaient, ils recouraient eux-mêmes aux poings et aux lames pour imposer leur volonté. Prenons un exemple concret tiré des archives. Le 5 mars du XIVe siècle, dans la maison d'Alice de Waltham, à Londres, 2 hommes nommés Joyce et Thomas de Bristol se trouvaient parmi les clients attablés. Un coup de couteau mortel, un homme mort sur le coup, l'autre devenu fugitif avant même que le corps ne refroidisse. Une scène si commune, si banale, qu'elle méritait à peine une description détaillée dans les registres. Or, la carte médiévale des meurtres de Londres, reconstituée par les historiens, révèle un fait intéressant. Seulement 6 des 142 homicides documentés se sont produits à l'intérieur même des tavernes. Mais voilà le point crucial. Environ 68% ont eu lieu dans les rues et places publiques, souvent en pleine nuit. Que faisaient donc ces victimes dehors, à des heures aussi dangereuses? La réponse est évidente. Elles sortaient précisément des tavernes, profondément ivres, vulnérables, querelleuses, et elles continuaient leurs disputes dans la rue où la violence se déchaînait sans témoin. Les conséquences légales étaient, en théorie du moins, extrêmement sévères. Les meurtriers reconnus coupables finissaient invariablement à la potence publique, leur corps exposé comme avertissement. Mais en pratique, la réalité était bien différente. Beaucoup de meurtriers s'enfuyaient dans la nuit et disparaissaient dans l'immensité du royaume ou dans les royaumes voisins. Et de toute façon, la justice, même appliquée, ne ressuscitait jamais les morts. Les familles pleuraient, les veuves se retrouvaient démunies, les orphelins livrés à eux-mêmes. Cette violence omniprésente s'entrelaçait d'ailleurs avec une autre activité tout aussi dangereuse qui florissait dans ces mêmes tavernes, le jeu d'argent. Les dés cliquetaient sur les tables de bois, les cartes s'abattaient avec des claques sèches, l'argent changeait de main dans une danse frénétique et incessante. Le jeu d'argent formait en fait une composante absolument centrale de la culture des tavernes, presque aussi importante que l'alcool lui-même. Tous les types de jeux florissaient sans restriction. Les dés, bien sûr, les jeux de cartes fraîchement apparus au XIVe siècle et qui se répandaient comme une traînée de poudre, les jeux de plateau hérités de l'Antiquité, et même des paris sur n'importe quoi. Combien de temps une chandelle brûlerait? Quel client quitterait la taverne le premier? Quelle poule pondre est le lendemain? Et puisque le jeu était absolument indissociable de la boisson, que l'un et l'autre s'alimentaient mutuellement, les parties dégénéraient inévitablement en violence quand les perdants, ivres et furieux, accusaient leurs adversaires de tricherie, souvent à juste titre d'ailleurs. Mais qu'est-ce que les hommes pariaient exactement dans ces tavernes? Absolument tout ce qu'ils possédaient, sans la moindre retenue. L'argent sonnant et trébuchant, évidemment, quand ils en avaient. Mais quand les pièces venaient à manquer, ce qui arrivait rapidement, ils misaient leurs vêtements. Les archives judiciaires documentent des hommes qui rentraient chez eux en simple chemise après avoir perdu leur tunique, leurs chausses, leurs chaussures, parfois même leur ceinture. Les chevaux, bien précieux entre tous, passaient d'un propriétaire à l'autre au gré des lancers de dés. Les propriétaires terriens, quand la fièvre du jeu les saisissait, pariaient carrément leur domaine, leurs terres cultivées, leurs forêts. Les chroniques de l'époque rapportent même des cas de nobles ayant misé des châteaux entiers avec leurs garnisons, des villages complets avec leurs serfs, et dans les cas les plus extrêmes, jusqu'à des moitiés de royaumes lors de parties entre princes. Le roi Henri VII d'Angleterre lui-même, monarque parmi les plus puissants d'Europe, souffrait d'une addiction sévère au jeu. Les registres royaux, conservés avec soin, documentent ces pertes absolument énormes et ces dettes qui s'accumulaient. Figurez-vous que si un roi, avec toutes les ressources d'un royaume entier à sa disposition, pouvait s'endetter gravement au jeu, que dire alors des hommes ordinaires? Pour un paysan ou un artisan, perdre au jeu ne représentait pas simplement une déconvenue financière temporaire qu'on pourrait éponger.
Les sources de l'époque nous disent explicitement que certains joueurs compulsifs finissaient par n'avoir absolument plus rien, pas même un toit. Or, dans une société médiévale totalement dépourvue de filets de sécurité sociale, plus rien signifiait littéralement cela. Rien. Pas de pension, pas d'aide publique, pas de charité organisée suffisante. La descente inexorable vers la mendicité, puis vers la mort par inanition progressive ou par le froid hivernal, suivait une trajectoire aussi prévisible qu'inévitable. Mais qu'arrivait-il exactement à ceux qui jouaient à crédit et perdaient? Les prisons médiévales pour dettiers, institution terrifiante, enfermaient sans distinction hommes et femmes dans une même cellule commune, souvent au sous-sol, jusqu'à ce que leurs familles parviennent à régler leurs dettes. Certains malheureux y passaient des années entières, parfois même des décennies. Les prisonniers pour dette mouraient très souvent de maladies diverses contractées auprès d'autres prisonniers dans la promiscuité absolue. L'entassement inhumain favorisait en effet la propagation rapide et implacable des infections de toutes sortes. Ainsi, une simple nuit de jeu malchanceuse dans une taverne pouvait fort bien se terminer par une mort atroce dans une cellule humide des mois, voire des années plus tard. Le lien de causalité était direct et terrible. Naturellement, face à de tels enjeux, la tentation de tricher était absolument irrésistible pour beaucoup. Mais les autorités, il faut le dire, ne plaisantaient absolument pas avec la tricherie. Le livre des droits de Bouddha, code juridique hongrois du XVe siècle, prescrivait une punition d'une cruauté remarquable: percer le dé frauduleux directement à travers la paume du tricheur, clouant ainsi sa main sur la table de jeu comme avertissement permanent. Certaines juridictions, trouvant cela encore trop clément, appliquaient un principe plus simple et plus radical. Si vous étiez pris en train d'utiliser des dés pipés, vous le payiez tout simplement de votre vie, pendu sur le champ. La connexion fatale entre jeu et violence se refermait ainsi comme une boucle sanglante et ininterrompue. Imaginez la scène. Des hommes profondément ivres, perdant de l'argent qu'ils ne possédaient pas et ne posséderaient jamais, convaincus, souvent à juste titre, d'avoir été floués par des tricheurs, tous armés de couteaux, coincés dans une salle surchauffée et enfumée où les tensions montaient inexorablement. Les accusations fusaient de toutes parts. Les lames jaillissaient des ceintures, le sang coulait sur les tables de jeu. Mais alors même qu'ils se battaient et pariaient leur vie, un tueur bien plus sournois et silencieux opérait déjà autour d'eux, dans l'ombre. Imaginez-vous maintenant endormi dans une chambre à l'étage de la taverne. En dessous de vous, au rez-de-chaussée, le grand feu continue de brûler vigoureusement toute la nuit. Autour de vous, dans le même lit étroit, 3 ou 4 inconnus partagent votre couche et votre air. Vous ne voyez rien d'anormal, ne sentez rien d'inhabituel, aucune odeur suspecte. Et pourtant, à chaque respiration que vous prenez, un gaz absolument mortel envahit insidieusement vos poumons. Le monoxyde de carbone, ce tueur parfait, totalement invisible, complètement inodore, absolument insipide, s'accumule lentement mais sûrement dans la pièce mal ventilée. Vous ressentez d'abord un mal de tête lancinant que vous attribuez naturellement à l'âle consommé en quantité. Puis vient la nausée. Les vertiges suivent. Vous vous sentez trop fatigué pour réagir, pour vous lever, pour sortir prendre l'air. Et puis, tout simplement, vous ne vous réveillez plus jamais. Les chroniqueurs médiévaux parlaient effectivement d'un phénomène qu'ils appelaient le mauvais feu, ce feu qui provoquait étrangement des maux de tête, de la nausée, des vertiges chez ceux qui dormaient près de lui. Ils observaient avec perplexité que certains feux semblaient rendre les gens malades, alors que d'autres non. Mais ils ne comprenaient absolument pas la combustion incomplète, ne connaissaient pas l'existence de la molécule CO, ignoraient comment elle bloque précisément le transport de l'oxygène dans le sang.
L'intoxication au monoxyde de carbone se terminait très généralement par la mort, pure et simple. Ceux qui survivaient, par chance, ou parce qu'ils avaient quitté la pièce à temps, racontaient ensuite les symptômes progressifs et terrifia NTS. Mais combien d'autres sont morts silencieusement dans leur sommeil, sans jamais pouvoir témoigner? Même les plus puissants de ce monde n'étaient absolument pas à l'abri de ce danger invisible. L'empereur byzantin Jovien, souverain du puissant empire romain d'Orient, mourut précisément d'empoisonnement au monoxyde de carbone, produit par des braseros brûlant du charbon de bois, méthode alors courante de chauffage dans les palais impériaux. Son prédécesseur Julien l'Apostate survécut de justesse à un empoisonnement similaire, mais heureusement moins grave, gardant des séquelles. Songez-y. Si cela pouvait arriver à des empereurs, protégés dans leur palais, entourés de dizaines de serviteurs attentifs, imaginez donc la vulnérabilité absolue des simples clients de taverne, sans protection aucune, dormant dans des conditions bien pires. Mais pourquoi donc les tavernes étaient-elles si particulièrement dangereuses pour ce risque spécifique? D'abord, les sources de feu y étaient multiples et constantes. L'âtre central qui brûlait jour et nuit, les petits feux allumés directement dans certaines chambres à l'étage pour les clients fortunés, les chandelles et lampes à huile dispersées absolument partout pour l'éclairage. Ensuite, la ventilation était tout simplement désastreuse. Les taverniers, guidés par le profit, entassaient délibérément autant de clients que physiquement possible dans leurs établissements. Plus de clients signifiait évidemment plus de profit. Or, tous ces corps humains consommaient l'oxygène disponible et réchauffaient dangereusement l'air confiné. En hiver, précisément quand le danger était absolument maximal à cause des feux intenses, les rares fenêtres restaient hermétiquement fermées pour conserver précieusement la chaleur si durement acquise. Les quelques ouvertures prévues pour l'évacuation de la fumée ne suffisaient absolument pas. Le monoxyde de carbone s'accumulait inexorablement, silencieusement, mortellement. Le danger s'intensifiait dramatiquement pendant la nuit, période la plus meurtrière. Les clients éveillés pouvaient encore, avec un peu de chance, reconnaître les symptômes précoces, le mal de tête, la nausée, et sortir précipitamment prendre l'air frais. Mais les dormeurs, eux, ne remarquaient absolument rien du tout. Or, l'empoisonnement au monoxyde de carbone provoque justement une somnolence croissante et irrésistible. Les victimes glissaient ainsi insensiblement du sommeil normal à l'intoxication profonde, sans jamais se réveiller, sans même un sursaut. Certains matins, les taverniers découvraient avec effroi des clients morts dans leur lit, froids et rigides. La science médiévale, totalement démunie, ne pouvait rien expliquer. On parlait alors de mort subite inexplicable, d'apoplexie mystérieuse, ou simplement de la volonté insondable de Dieu qui avait rappelé l'âme du défunt. L'architecture même des tavernes aggravait considérablement le problème. Au début du Moyen Âge, on construisait un simple âtre central, avec un plafond très haut percé d'ouvertures pour permettre à la fumée de s'échapper. En théorie, la fumée chaude s'élevait naturellement et s'échappait par le toit. En pratique, hélas, cela fonctionnait assez mal. L'efficacité du système dépendait entièrement de la météo extérieure. Par temps calme, sans vent, la fumée stagnait misérablement à l'intérieur et retombait. Les cheminées proprement dites, avec leurs conduits maçonnés, restaient extrêmement rares en Angleterre, jusqu'au XVIe siècle au moins, accessibles uniquement aux familles les plus fortunées. En 1342, une taverne londonienne équipée de 2 cheminées véritables était suffisamment exceptionnelle pour être spécifiquement mentionnée dans les documents municipaux comme une curiosité. Pour la vaste majorité des établissements, la ventilation restait donc primitive, inefficace et terriblement dangereuse. Les symptômes de l'empoisonnement progressaient inexorablement selon une séquence mortelle bien définie. D'abord, des maux de tête légers qu'on attribuait à autre chose.
puis la nausée qui montait. Ensuite, les vertiges qui désorientaient. La confusion mentale s'installait, empêchant toute décision rationnelle, toute réaction de fuite. Une envie de dormir absolument irrésistible s'emparait alors de la victime. Et une fois la personne inconsciente, elle continuait mécaniquement d'inhaler le gaz toxique à chaque respiration. Le cœur s'emballait dans une tentative désespérée de compenser. Finalement, les organes vitaux cessaient les uns après les autres de fonctionner. La mort survenait, totalement silencieuse, sans un cri. On les enterrait au cimetière paroissial. On priait pour leurs âmes, les familles pleuraient, et pendant ce temps, les tavernes continuaient leurs activités comme si de rien n'était. Le tueur invisible opérait ainsi sans jamais être reconnu, sans jamais être combattu, fauchant des vies dans l'indifférence générale. Mais alors même qu'il volait silencieusement le souffle des dormeurs, une autre menace tout aussi mortelle guettait dans l'ombre. Le feu lui-même, visible celui-ci, et d'une violence spectaculaire. Revenons maintenant sur les matériaux de construction, car ils sont absolument cruciaux pour comprendre ce danger. L'ossature entière était en bois, du chêne généralement. Entre les poutres de cette structure, on remplissait les espaces avec du torchis, ce mélange rustique de boue, de paille et de fumier animal. Une fois appliqué, il séchait lentement et formait des murs relativement solides et isolants. Mais voilà le problème fatal. Dès qu'une flamme le touchait, la paille contenue à l'intérieur s'enflammait instantanément. Au-dessus de tout cela, le toit de chaume, cette couche épaisse de roseaux ou de paille soigneusement tressée. Certes, excellente isolation thermique contre le froid hivernal. Certes, peu coûteux et accessible même aux pauvres. Mais aussi, hélas, combustible absolument parfait. Un toit de chaume sec s'embrasait littéralement en quelques secondes à peine. À l'intérieur de la taverne, absolument tout était en bois. Les tables, les bancs, les poutres, les escaliers, les planchers. Les lits garnis de paille fraîche ou pourrie, souvent tirés dangereusement près de l'âtre pour profiter de sa chaleur. Une simple étincelle errante suffisait amplement. Les tavernes médiévales étaient en réalité des bûchers en attente d'allumage, des bombes incendiaires prêtes à exploser. Or, les villes médiévales brûlaient toutes sans exception une génération environ. Toutes les 25 à 30 ans en moyenne. Ce n'était pas une possibilité lointaine et hypothétique, mais une certitude statistique absolue, un fait documenté. Les chroniques médiévales regorgent littéralement de descriptions d'incendies dévastateurs qui rayaient des quartiers entiers de la carte. Les causes ? La négligence humaine d'abord, les âtres mal entretenus, les chandelles oubliées, les braseros renversés. Dans les tavernes spécifiquement, tous ces facteurs de risque s'amplifiaient dangereusement. Le feu y fonctionnait absolument en permanence, jour et nuit, sans jamais s'éteindre. Des ivrognes titubants renversaient régulièrement des chandelles. Des braises incandescentes s'échappaient de l'âtre et roulaient sur le sol. Les cheminées, dans les rares cas où elles existaient, s'encrassaient progressivement de couches de suie hautement inflammables qu'on ne nettoyait presque jamais. Mais comment donc démarraient concrètement ces incendies ? Les scénarios étaient multiples et terriblement communs. Une étincelle tombant sur de la paille sèche accumulée au sol. Un client profondément ivre renversant maladroitement une lampe à huile dont le contenu enflammé se répandait. Un tison incandescent roulant hors de l'âtre et atteignant une table en bois. Une chandelle mal fixée tombant pendant la nuit sur une paillasse. Des cendres encore chaudes jetées négligemment trop près d'un mur de torchis. La graisse de cuisson débordant du chaudron, s'enflammant brutalement et léchant les poutres du plafond. Chaque incident pouvait théoriquement être contenu
s'il était détecté absolument immédiatement et si on réagissait avec rapidité. Mais dans le chaos permanent d'une taverne bondée, avec la fumée déjà omniprésente qui masquait les premiers signes, avec l'inattention généralisée due à l'alcool, ces feux naissants passaient systématiquement inaperçus jusqu'à ce qu'il soit définitivement trop tard pour agir. La propagation urbaine transformait ensuite un sinistre initialement local en véritable catastrophe régionale. Les bâtiments médiévaux se serraient les uns contre les autres, partageaient fréquemment des murs mitoyens, surplombaient dangereusement les rues étroites de leurs étages en encorbellement. Cette densité extrême répondait certes à une logique économique. La terre urbaine coûtait cher, mais créait des conditions absolument parfaites pour la propagation du feu. Quand une taverne s'embrasait, les flammes voraces sautaient quasi instantanément aux bâtiments adjacents. Le vent, toujours présent, propulsait des brandons enflammés qui retombaient à des dizaines de mètres et allumaient des incendies secondaires dans tout le quartier. Or, les tavernes, de par leur fonction commerciale, étaient souvent situées précisément sur les places de marché très fréquentées ou près des portes de la ville où transitaient les voyageurs. Elles représentaient donc les pires emplacements possibles en cas d'incendie. Imaginez maintenant les clients piégés à l'intérieur. Les premiers signes d'alerte, une odeur différente, inhabituelle, des cris d'alarme, un éclat soudain de flammes qui jaillissent. Au rez-de-chaussée, on pouvait encore espérer s'échapper par la porte principale ou par les fenêtres basses. Mais à l'étage supérieur, c'était absolument désespéré. L'unique escalier étroit et raide constituait un goulot d'étranglement absolument meurtrier. Les gens affolés se bousculaient violemment, trébuchaient les uns sur les autres, se piétinaient dans la panique. Beaucoup étaient profondément ivres, totalement désorientés par la fumée épaisse. L'inhalation massive de fumée suffoquait et tuait les fuyards avant même que les flammes ne les atteignent. Ceux qui parvenaient miraculeusement jusqu'aux fenêtres devaient sauter dans le vide. Certains survivaient, mais restaient infirmes à vie. D'autres s'écrasaient et mouraient sur le coup, les os brisés. Il n'existait aucun service de pompiers organisé. Les voisins formaient parfois des chaînes humaines avec des seaux d'eau, effort absolument dérisoire face à l'ampleur du brasier. On regardait simplement brûler, impuissant. Face à ce danger constant et universel, quelques réglementations municipales existaient néanmoins. Les brasseurs et taverniers étaient légalement tenus de blanchir et plâtrer leurs bâtiments à la chaux, aussi bien l'intérieur que l'extérieur. Cette couche minérale offrait une certaine résistance au feu, retardant la propagation. Mais l'application de ces règles variait énormément selon les régions. Dans les grandes villes comme Londres ou Paris, l'inspection municipale pouvait être relativement rigoureuse et les contrevenants amendés. Dans les zones rurales et les petites bourgades, les taverniers ignoraient allègrement ces exigences jugées trop coûteuses. Et même avec toutes les précautions possibles, le risque demeurait terriblement élevé. Mais le feu n'était pas le seul danger mortel lié à ce qui entrait physiquement dans le corps des clients. Mais pourquoi donc les médiévaux buvaient-ils tant d'âle? En fait, l'âle présentait de véritables avantages sanitaires. Le processus de brassage nécessitait souvent de bouillir l'eau, ce qui tuait fort heureusement de nombreux pathogènes dangereux. La faible teneur en alcool aidait considérablement à la conservation dans un monde sans réfrigération. Et surtout, point crucial, l'âle représentait une source importante de calories et de nutriments essentiels. Pour des travailleurs manuels brûlant des milliers de calories par jour dans les champs ou les ateliers, ces pintes constituaient un complément alimentaire véritablement important, pas un luxe. Plusieurs pintes quotidiennes n'avaient donc rien d'exceptionnel ou de scandaleux. Ce n'était absolument pas un vice moral, mais bel et bien une question de nutrition et de survie quotidienne. Or,
Le danger le plus insidieux venait d'un ingrédient particulier, la Jusquiame noire, dont le nom scientifique est Iosciamus niger. Cette plante appartient à la famille des Solanacées, la même famille botanique que la belladone mortelle, et porte des noms populaires absolument révélateurs. Morelle puante, morelle fétide, tabac empoisonné, herbe aux dents. Pourtant, malgré ces appellations inquiétantes, les brasseurs l'ajoutaient très régulièrement à leur préparation. Mais pourquoi donc prenaient-ils ce risque? D'abord, elle possédait des propriétés psychoactives puissantes qui intensifiaient considérablement l'effet enivrant de l'âle, ce qui plaisait aux clients. Ensuite, elle ajoutait une amertume caractéristique qui masquait efficacement les défauts de goût d'une âle mal brassée. À très faible dose, les effets restaient relativement bénins et recherchés. Mais en quantité un peu plus importante, c'est extrêmement toxique et potentiellement mortel. Le dosage précis séparait l'agrément de la mort, et les brasseurs médiévaux ne pouvaient absolument pas mesurer précisément ces quantités infimes. Quels symptômes? Hallucinations, visions étranges, pupilles dilatées, cœur emballé, convulsions, mort. Le terrible était que les symptômes précoces ressemblaient à une forte intoxication alcoolique. Un buveur ne pouvait distinguer entre ivresse normale et début d'empoisonnement. Quand les symptômes graves apparaissaient, il était trop tard. Les chroniques décrivent des buveurs sombrant dans le délire, voyant des démons, mourant dans des convulsions. Sans compréhension de la toxicologie, les médecins ne pouvaient offrir aucun traitement. La situation devint si grave que les autorités intervinrent. En 1516, le duc Guillaume IV de Bavière promulgua le Reinheitsgebot, la loi de pureté de la bière. Cette législation révolutionnaire limitait les ingrédients à exactement 3: eau, orge, houblon. La levure fut ajoutée plus tard comme ingrédient officiellement reconnu. Rien d'autre. C'était la première loi de protection des consommateurs. Son adoption progressive sauva d'innombrables vies. Mais avant 1516, et longtemps après dans certaines régions, boire de l'âle restait une roulette russe toxicologique. Les dangers ne s'arrêtaient pas là. La préparation posait problème. L'âle n'était pas nécessairement bouilli. Les grains étaient simplement chauffés dans l'eau, ne tuant pas les pathogènes. Cette eau tiède, riche en sucre, constituait un milieu de culture idéal. Et d'où venait cette eau? Des puits urbains souvent contaminés. Les récipients de brassage, rarement nettoyés, hébergeaient des colonies microbiennes. Les brasseries et auberges n'avaient probablement pas de standards d'hygiène élevés. Puis venait le problème de conservation. L'âle durait 2 à 3 jours maximum. Sans réfrigération, dans l'environnement chaud, elle s'aigrissait rapidement. En théorie, la production journalière était consommée le jour même. En pratique, des taverniers peu scrupuleux servaient de l'âle rance, utilisant des épices fortes pour masquer le goût. Boire de l'âle gâté provoquait maux d'estomac violents, diarrhée, infections graves. Dans une population affaiblie, ces troubles pouvaient devenir mortels. Les autorités anglaises tentèrent de réguler. L'assise du pain et de l'âle, datant du XIIIe siècle, établissait des standards. Le roi Henri III, en 1267, réglementa par la loi le prix et la qualité. Au XIVe siècle, Londres employait des alconaires, dégustateurs officiels déterminant la qualité et le prix. Le roi Édouard III décréta que les maris des brasseuses mariées seraient responsables des dommages causés aux érudits d'Oxford. Opérer en dehors des réglementations était traité sévèrement, mais l'application restait inégale. Pendant ce temps, dans les lits, d'autres visiteurs attendaient. Vous avez payé, mangé un ragoût douteux, bu plusieurs cruches d'âle. Le tavernier montre l'escalier. Dans la chambre exiguë, plusieurs lits s'alignent, déjà occupés. Vous vous allongez sur la paillasse. La paille crisse. Vous fermez les yeux. Quelques minutes plus tard,
une démangeaison sur votre bras, puis votre jambe, votre cou. En instant, votre peau semble s'enflammer de multiples piqûres. Vous vous grattez frénétiquement, mais cela empire. Bienvenue dans la réalité cauchemardesque. Les punaises de lit, les puces et les poux vous souhaitent la bienvenue. Au Moyen Âge, les punaises de lit étaient bien établies dans les maisons et auberges. Mais les auberges et tavernes constituaient des foyers privilégiés d'infestation. Pourquoi ? Un flux constant de voyageurs apportait de nouvelles générations de parasites, qui trouvèrent des conditions parfaites. Chaleur des feux et des corps. Nourriture abondante sous forme de sang. Cachettes innombrables dans la paille, les fissures du bois, les poutres, les coutures. Et absence de tout traitement efficace. Les voyageurs médiévaux s'installaient dans des lits grouillants d'insectes après des voyages épuisants. Grouillant, le mot n'est pas exagéré. Les punaises peuvent se compter par milliers dans un lit. 3 fléaux principaux. La punaise de lit, Simex lectularius, insecte aplati brun rougeâtre. Elle se cache le jour, sort la nuit, attirée par la chaleur et le dioxyde de carbone. Sa morsure injecte un anticoagulant et un anesthésiant, permettant de se gorger sans être détecté. Les puces, dont Pulex irritant préférant les humains, et surtout les puces de rats, vectrices de maladies mortelles. Plus petites mais tout aussi voraces, capables de sauts spectaculaires. Les poux, de tête, de corps, de pubis, chacun spécialisé dans une zone anatomique. Une plainte du XVe siècle à Mantoue parle de prisonniers mourant de faim et assaillis de punaises, puces et poux. Pourquoi les auberges offraient-elles des conditions idéales ? Le flux constant. Chaque voyageur apportait sa contribution parasitaire. Un marchand de Cologne, des punaises. Un pèlerin de Saint-Jacques, des puces espagnoles. Ces populations se mélangeaient, se reproduisaient, créaient des supercolonies. La chaleur. Les parasites prospèrent dans la chaleur. Les feux constants maintenaient des températures parfaites. Les matériaux. La paille offrait un habitat idéal. Les cadres en bois servaient de refuge. Le manque d'entretien. La literie était rarement changée. Les paillasses restaient en place pendant des mois, voire des années. Les couvertures lavées occasionnellement. Et l'absence totale de traitement efficace. Qui souffrait le plus ? Les punaises infestent les chambres des riches comme des pauvres, mais sont plus problématiques pour les pauvres. Les riches changeaient fréquemment leur linge et paille. Ils pouvaient brûler une literie infestée et en acheter une neuve. Les pauvres n'avaient pas ces luxes. Ils dormaient dans les mêmes vêtements. Leur literie restait la même. Pour les voyageurs pauvres, aucune échappatoire. Vous payiez, vous vous allongiez dans la vermine, vous enduriez. Les conséquences allaient au-delà des démangeaisons. Les piqûres empêchaient le sommeil. La peau se couvrait de dizaines de marques. Se gratter créait des plaies qui s'infectaient. Ces infections pouvaient devenir graves. Abcès, fièvre, septicémie. Mais les puces représentaient un danger mortel. Les puces de rats transmettaient la peste bubonique, qui avait tué entre 30 et 50% de la population lors de la peste noire de 1347 à 1352. Chaque taverne infestée de rats constituait un réservoir potentiel. Les poux de corps transmettaient le typhus. Dans les espaces confinés, les poux passaient facilement d'un hôte à l'autre. La perte chronique de sang causée par des centaines de piqûres quotidiennes entraînait une anémie. Et le tourment psychologique ne doit pas être sous-estimé. Le lit réservait d'autres surprises. Les étrangers partageaient routinièrement des lits dans les auberges médiévales. Pas simplement 2 personnes. Les sources décrivent des chambres contenant jusqu'à une douzaine de lits, chacun accueillant 3 ou 4 personnes. Une chambre pouvait contenir de 30 à 40 personnes.
3 ou 4 parfaits inconnus dans le même lit, leurs corps se touchant nécessairement. Essayez d'imaginer cela selon nos standards. À quoi ressemblait une nuit? Vous vous réveilliez au son des ronflements, rauds et gémissements d'étrangers. La cacophonie était incessante. Celui-ci ronflait comme un ours. Celui-là parlait dans son sommeil. Un autre se retournait constamment, tirant la couverture. Les fonctions corporelles se produisaient sans retenue. Certains se levaient pour uriner, trébuchant sur les corps. D'autres souffraient de cauchemars et se débattaient. Les malades toussaient, crachaient, suaient. Dans cette proximité extrême, chaque inconfort devenait le problème de tous. L'intimité n'existait pas. Des règles d'étiquette tentaient de rendre cela tolérable. Les manuels dictaient que les compagnons devaient rester immobiles, ne pas accaparer les couvertures, rester pour eux-mêmes. On attendait qu'ils minimisent les mouvements et évitent le contact physique, restent sur leur moitié. Ces instructions révèlent l'universalité de la pratique et son inconfort. Violer ces règles pouvait déclencher des conflits. Un homme accusé d'avoir pris trop de place pouvait se retrouver dans une dispute dégénérant en violence. Pourquoi cette pratique? Le Moyen Âge ne possédait aucun concept d'intimité au sens moderne. Le partage s'étendait au-delà des auberges. Dans les maisons, des familles entières dormaient ensemble. Les serviteurs dormaient avec leurs maîtres. Les apprentis se serraient ensemble. Les soldats, les moines, les prisonniers, partout, les corps se pressaient. C'était la norme. L'idée d'un espace privé aurait semblé absurde. Cette coutume a persisté bien après le Moyen Âge. En 1776, Benjamin Franklin et John Adams partagèrent un lit au New Jersey et se disputèrent sur la fenêtre ouverte. Mais des dangers réels guettaient. Le vol pendant le sommeil. Vos biens restaient vulnérables. Un compagnon malhonnête pouvait couper les lacets de votre bourse. Au matin, vous vous réveillez dépouillé, sans moyen de prouver qui vous avait volé. Pire, les agressions physiques. Les sources documentent des agressions sexuelles contre des dormeurs. Les femmes couraient un danger particulier. Des cas de meurtre existaient. Un voyageur pouvait être étranglé, son corps découvert au matin. Et la transmission de maladies. Dormir près d'un étranger qui toussait garantissait le partage des maladies respiratoires. La tuberculose se propageait facilement. Les maladies de peau passaient par contact. Lors d'épidémies de peste, dormir à côté d'une personne infectée équivalait à une condamnation. Pouvait-on éviter cela en payant plus? Dans une certaine mesure. Seuls les très fortunés pouvaient s'offrir une chambre privée qu'ils devaient partager avec leurs serviteurs. Une chambre pour une seule personne restait un luxe quasi inimaginable. Pour les pauvres, les options étaient pires. Ceux qui ne pouvaient payer un lit se couchaient pêle-mêle dans les salles à boire. Ils dormaient sur les bancs, les tables, le sol, au moins seuls sur leur bout de plancher, mais sans chaleur, sans protection. Mais nous n'avons pas encore évoqué tous les aspects de l'insalubrité. Entre 1347 et 1352, la peste noire avait balayé l'Europe, tuant entre 30 et 50% de la population partout où elle prenait pied. L'une des catastrophes sanitaires les plus dévastatrices de l'histoire. La peste n'a jamais disparu. Elle est revenue par épidémies récurrentes. Ce contexte de mort omniprésente façonnait l'environnement des tavernes. Les conditions urbaines contribuaient massivement à la propagation. Les rues regorgeaient de chevaux, ânes, animaux de ferme, rats, souris, vermines. Les excréments s'accumulaient. Les centres urbains étaient des terrains de reproduction idéaux pour les maladies. Et au cœur se trouvaient les tavernes, concentrant les populations, créant des points chauds épidémiologiques. Commençons par l'eau. Les puits urbains devenaient souvent pollués par la contamination des eaux souterraines. Comment?
Les habitations disposaient de fosses d'aisance pour les excréments. Ces fosses nécessitaient un vidage régulier par des travailleurs spécialisés. Les réglementations exigeaient leur maintenance et distance des puits. Mais l'application restait laxiste. Les eaux souterraines transportaient la contamination fécale vers les puits potables. Cette eau servait à tout: consommation, cuisine, lavage, brassage. Les pathogènes se propageaient, invisibles et implacables. Dans les tavernes, la contamination affectait potentiellement tous les clients. Les pratiques d'hygiène spécifiques aux tavernes. Les récipients à boire étaient partagés entre multiples clients. Lavés entre chaque utilisation? Rarement. Au mieux, rincés dans l'eau courante, souvent déjà contaminée. Le concept de désinfection n'existait pas. La tuberculose se transmettait facilement de bouche à bouche. Les maladies respiratoires passaient d'un client au suivant. La préparation des aliments se déroulait dans le même espace. Pas de réfrigération. Les mouches se posaient librement. Les restes étaient réchauffés et réutilisés. Les employés ne se lavaient les mains qu'occasionnellement. Le sol mérite attention. Il était couvert de jonc ou paille, censé absorber les liquides renversés. Mais cette couche absorbait tout: hâle répandu, crachats, vomi, urine, sang. Cette paille n'était changée que rarement, peut-être une fois par mois. Elle se transformait en marécage putride, fermentant, grouillant de bactéries. Les installations sanitaires aggravaient encore. Les tavernes disposaient de fosses d'aisance dans la cour ou les caves. Ces latrines servaient à nombreuses personnes. Le débordement était commun. Et combien se lavaient les mains après? Presque aucun. L'eau pour le lavage n'était pas systématiquement disponible. Le savon coûtait cher. Le cycle de contamination se perpétuait. Mains sales, manipulant la nourriture, touchant les récipients, portés à la bouche. Les voyageurs arrivaient après des jours sans se laver. Leur corps sale apportait leur propre charge microbienne. La transmission des maladies cutanées se faisait facilement. Quelles maladies ravageaient les tavernes? La dysenterie résultait de l'eau ou nourriture contaminée. Elle déshydratait et pouvait tuer en jour. Le typhus, transmis par les poux, causait des fièvres élevées et un taux de mortalité terrifiant. La tuberculose se propageait par l'air partagé et les récipients. Diverses fièvres frappaient régulièrement, et la peste elle-même trouvait dans les tavernes des terrains de chasse idéaux. Un seul voyageur infecté pouvait déclencher une chaîne dévastant toute une communauté. Les médiévaux tentaient de comprendre, avec leur théorie du miasme, les mauvais airs causaient les maladies. Cette théorie n'était pas entièrement fausse. Elle reconnaissait que certains environnements favorisaient la maladie. Ils savaient que les personnes malades étaient contagieuses. Mais sans la théorie des germes, leurs interventions restaient inefficaces. Pendant que les maladies ravageaient les clients, d'autres prédateurs profitaient du chaos. Les chroniques parlent d'un nombre incroyable de criminels opérant avec impunité. Pourquoi tant de crimes? Les guerres créaient des masses d'hommes formés à la violence, mais soudainement sans emploi. Les catastrophes naturelles détruisaient les économies. L'absence de filets de sécurité signifiait voler ou mourir. La plupart des cambrioleurs n'étaient pas éduqués, donc pour survivre, ils devaient voler. Et où gravitaient-ils naturellement? Vers les tavernes. Ces établissements offraient tout: foule anonyme, voyageurs portant de l'argent, multiples sorties, taverniers complaisants. Penchons-nous sur le rôle troublant du tavernier comme receleur. Les taverniers servaient souvent de receleurs pour des marchandises obtenues de manière douteuse. Pourquoi? D'abord, beaucoup de transactions se faisaient en nature. Un client qui ne pouvait payer offrait un objet. Les taverniers acceptaient sans poser de questions. Ensuite, les tavernes servaient de point de rencontre où criminels et acheteurs se croisaient. Un voleur trouvait quelqu'un intéressé par un cheval dérobé,
le tavernier facilitant moyennant un pourcentage. Les caves stockaient des biens volés. Cette implication faisait partie intégrante de l'économie criminelle. Qui étaient ces criminels? Les soldats démobilisés formaient le groupe le plus dangereux. Après les grandes guerres, les soldats sans emploi se regroupaient en bandes. Ces hommes possédaient un entraînement militaire, aucun scrupule et besoin désespéré de revenus. Ils opéraient sous la protection de familles nobles peu scrupuleuses. Les gangs étaient souvent dirigés par des familles nobles ou d'anciens soldats. Cette connexion entre noblesse et crime reflète la réalité féodale. Ensuite, venaient les voleurs professionnels. Les pickpockets travaillaient les foules, leurs doigts délestant les ivres de leurs bourses. Les escrocs organisaient des arnaques. Enfin, les criminels opportunistes, paysans désespérés, artisans ruinés. Qui ciblait-il? La plupart des criminels qui recouraient au vol le faisaient dans certaines limites. Voler une femme noble signifiait une mort certaine. Voler un riche marchand provoquait des représailles. Mais voler des voyageurs ordinaires, des artisans, des paysans, ces crimes recevaient moins d'attention. Les victimes manquaient d'influence. Les criminels ciblaient rationnellement ceux qui ne pouvaient se défendre. Les voyageurs constituaient des cibles attractives. Étrangers sans connexion locale, portant nécessairement de l'argent et des biens. De plus, ils étaient regardés avec suspicion par les locaux. Cette méfiance mutuelle empêchait l'identification des criminels. Un exemple illustre l'association. À Abbeville, dans les années 1280, un client mourut de cause naturelle. Quelle fut la réaction? Le tavernier et l'ensemble de sa clientèle furent arrêtés comme suspects habituels. Tout le monde. Chaque personne présente fut présumée impliquée dans un meurtre qui n'avait pas eu lieu. Cet incident révèle la réputation. Les autorités supposaient automatiquement qu'une mort dans une taverne était un homicide et que tous étaient potentiellement coupables. Les punitions étaient sévères. Il était courant pour une ville d'exprimer sa colère en pendant le voleur en public. Les chroniques rapportent des cas de nobles et chevaliers pendus pour vol. Cependant, ces châtiments spectaculaires servaient de dissuasion. La vaste majorité des crimes restaient impunis. Pour tous ces dangers, les femmes affrontaient encore des menaces supplémentaires et particulièrement sinistres. Pourquoi voyait-on si peu de femmes comme clientes? La réponse est simple. La vie dans les tavernes était assez violente, et donc dangereuse pour les femmes. Cela pourrait expliquer pourquoi les femmes étaient des hôtes rares. Dans un environnement dominé par des hommes ivres et armés, où la violence éclatait régulièrement, les femmes couraient des risques que les hommes ne partageaient pas. Une femme voyageant seule et entrant s'exposait à des présomptions déshonorantes. La société médiévale opérait selon des codes stricts. Une femme respectable restait chez elle, sous protection. Elle ne fréquentait pas les espaces publics sans escorte. Par conséquent, une femme seule était automatiquement suspectée de mœurs légères, voire de prostitution. Cette présomption n'était pas entièrement injustifiée, car les tavernes et la prostitution étaient intimement liées. Les employées féminines des tavernes et auberges se voyaient imposer la prostitution comme partie essentielle de leur emploi. Servir de l'âle ne suffisait pas, on attendait qu'elles fournissent également des services sexuels. Cette attente imprégnait la culture des tavernes. Une ordonnance de 1393 stipulait que toute femme fréquentant les tavernes pouvait tomber sous sa juridiction, la juridiction concernant les prostituées. Ainsi, la simple présence d'une femme pouvait légalement la catégoriser comme prostituée. Les autorités médiévales considéraient la prostitution comme un mal nécessaire. Leur raisonnement, cynique mais cohérent selon leur logique patriarcale, était que les jeunes hommes chercheraient des relations sexuelles indépendamment de leurs options. Plutôt que de menacer les femmes respectables, mieux valait fournir un exutoire contrôlé.
La prostitution était vue comme protégeant les bourgeoises et aristocrates. Certaines villes établissaient des bordels municipaux officiels, réglementés par les autorités. Mais quelle était la situation des femmes forcées dans ce commerce? Leur statut social marginal les rendait susceptibles à la violence officiellement tolérée ou officiellement autorisée. Dans certains bordels, les règlements restreignaient la mobilité et limitaient leur capacité à quitter la profession. Elles devenaient essentiellement prisonnières. Pire, les règles indiquaient également clairement que les femmes pouvaient être violées. Leur statut légal ne leur accordait aucune protection contre les agressions. Un client violent pouvait les brutaliser sans crainte de sanction. Il existait quelques protections nominales. En 1231, l'empereur Frédéric II de Sicile établit dans les constitutions de Melfi la peine de mort pour le viol, une protection remarquable pour l'époque, bien que son application aux prostituées reste incertaine dans les sources historiques. Mais de tels décrets restaient exceptionnels. Qu'en était-il des femmes respectables qui devaient voyager? Elles adoptaient plusieurs stratégies. Premièrement, elles voyageaient toujours avec des escortes masculines. La protection masculine était essentielle. Deuxièmement, elles rejoignaient des groupes de pèlerins. Troisièmement, quand possible, elles évitaient complètement les tavernes, préférant chercher refuge dans des couvents ou maisons privées. Quatrièmement, les femmes de haute noblesse voyageaient avec leur propre entourage, gardes armés, servantes, parfois leur propre tente. Mais ces stratégies n'étaient accessibles qu'aux femmes ayant certains moyens. Les femmes pauvres, obligées de voyager, ne disposaient d'aucune protection. Elles affrontaient les pleins dangers avec une vulnérabilité maximale. Récapitulons les dangers multiples découverts. La violence omniprésente, avec 57% des crimes de taverne à Dubrovnik étant des bagarres, où les hommes portaient des couteaux et l'alcool dissolvait les inhibitions. Les jeux d'argent ruinant des vies, conduisant aux prisons pour détiers où les hommes mouraient. Le monoxyde de carbone empoisonnant silencieusement les dormeurs, un danger que même l'empereur byzantin Jovien n'a pu éviter. Les incendies dévastateurs, sachant que les villes brûlaient toutes les 1 génération. L'âle empoisonné à la Jusquiame jusqu'aux lois de pureté de 1516. Les parasites nocturnes transmettant maladies et pestes. Le partage forcé de lits avec 3 ou 4 inconnus. Les conditions d'hygiène déplorables propageant dysenterie, typhus et tuberculose. Les criminels organisés avec les taverniers servant de receleurs. Et les dangers particuliers pour les femmes. Face à cette liste, le froid extérieur apparaît comme la moindre des préoccupations. La taverne médiévale incarne un paradoxe fascinant. Elle remplissait une fonction sociale absolument essentielle. Sans elle, le commerce à longue distance aurait été impossible. Les marchands, pèlerins, messagers dépendaient de ces établissements. Dans les communautés locales, les tavernes servaient de centres sociaux. C'était là que les nouvelles circulaient, que les affaires se négociaient. Mais d'un autre côté, elles représentaient des environnements véritablement mortels. Des gens mouraient régulièrement, poignardés, asphyxiés, consumés, empoisonnés, frappés par les maladies. L'hospitalité médiévale avait un sens radicalement différent. Elle ne promettait pas confort et sécurité, mais simplement un toit, avec tous les risques. Les voyageurs faisaient preuve d'un courage remarquable. En regardant en arrière, nous pouvons tracer une ligne directe entre les horreurs des tavernes médiévales et les réglementations d'aujourd'hui. Les codes du bâtiment exigeant des sorties de secours, des matériaux résistants au feu, ils descendent des incendies urbains médiévaux. Les inspections sanitaires des restaurants, elles répondent aux empoisonnements du passé. Les lois de pureté alimentaire comme le Reinheitsgebot de 1516 ont établi le principe que les gouvernements doivent réglementer les produits de consommation. Les limites d'occupation émergent de la reconnaissance des dangers de surpopulation. Les détecteurs de monoxyde de carbone reconnaissent le tueur invisible.
Les chambres d'hôtel privées, avec verrou, reflètent notre compréhension moderne de l'intimité. Les lois contre le port d'armes dans les établissements servant de l'alcool répondent à la combinaison mortelle d'ivresse et d'armes. L'industrie moderne de l'hôtellerie, avec toutes ses réglementations, est née des leçons douloureuses du passé. Chaque règle a été écrite avec le sang et la souffrance de nos ancêtres. Cette plongée nous offre une fenêtre précieuse sur la vie quotidienne du Moyen Âge. L'histoire se concentre souvent sur les rois, les batailles, les cathédrales. Mais comprendre véritablement une époque nécessite d'examiner comment les gens ordinaires vivaient. Les sources révèlent les expériences concrètes de personnes qui n'ont laissé aucune chronique. Elles nous montrent un Moyen Âge bien différent de l'image romantique. Oubliez les tavernes pittoresques des films. La réalité était brutale, sale, dangereuse, mais elle était aussi humaine. Ces gens affrontaient des dangers que nous ne pouvons qu'imaginer, et ils le faisaient avec une résilience remarquable. Ils adaptaient leur comportement, développaient des stratégies de survie, créaient des codes sociaux pour rendre l'intolérable un peu plus supportable. Leur capacité d'adaptation témoigne de la force fondamentale de l'esprit humain. Et en reconnaissant honnêtement les dangers du passé, nous comprenons mieux le chemin parcouru et les progrès réels que l'humanité a accomplis. La prochaine fois que vous entrerez dans un hôtel propre et sûr, que vous tournerez le robinet pour obtenir de l'eau potable, que vous dormirez seul dans un lit avec des draps fraîchement lavés, dans une chambre verrouillée équipée de détecteurs, prenez un moment pour apprécier ces luxes. Ils ne sont pas des accidents historiques. Ils représentent les fruits de siècles de lutte contre les dangers que nous avons explorés. Chaque nuit passée en sécurité honore la mémoire de tous ceux qui sont morts dans les tavernes médiévales. Leurs souffrances n'ont pas été vaines si elles nous ont appris comment créer des environnements plus sûrs. Les tavernes médiévales étaient fascinantes et terrifiantes, essentielles et meurtrières. Elles nous rappellent que l'histoire ne se compose pas uniquement de gloire, mais aussi de dangers quotidiens, de peurs constantes et de la détermination humaine à survivre malgré tout. Comprendre véritablement le passé exige que nous examinions non seulement ses triomphes, mais aussi ses tribulations. Non seulement ce qui a été construit, mais aussi ce qui a été enduré.